Bonjour à tous. Alors, n'hésitez pas à vous approcher, il y a quelques places encore qui restent devant. N'ayez pas peur. Donc, bienvenue et merci de votre participation ce jour pour cet événement co-organisé par Elancy et Octo Technologies. Alors, c'est une première, mais néanmoins, on réalise ensemble quelques missions, donc on va un peu vous expliquer tout ceci. Alors, avant de démarrer la présentation et de vous exposer notre point de vue sur la banque de demain, on va se permettre de nous présenter. Donc, je laisse Olivier se présenter. Donc, je m'appelle Olivier Roux, je suis senior manager chez Octo Technologies, en charge du secteur banque et services financiers. À ce titre, je suis très content de vous accueillir ici avec Christophe pour vous faire part de nos idées sur la banque de demain. Octo est un cabinet de 180 consultants répartis sur 5 pays, essentiellement en France, mais répartis sur 5 pays. Et notre objectif, c'est de faire du conseil en IT et de délivrer des applications stratégiques et innovantes. Christophe Davis, donc senior manager Elancy. Elancy, donc un cabinet de conseil en organisation et en management. On est spécialisé dans la banque finance. On compte aujourd'hui une 50aine de consultants pour 5 ans d'existence. Alors, on accompagne une 30aine de clients dans leur programme de développement et dans leur plan de transformation essentiellement. Alors, Octo et Elancy, bien que cabinet indépendant, on propose une offre harmonieuse et complémentaire pour pouvoir accompagner nos clients sur à la fois la vision métier que Elancy peut offrir et la vision technologique transmise par Octo. Et tout cela, en fait, dans un cadre assez précis, qui est le service à la clientèle avec des forces que chaque cabinet représente pour le bien du client. Voilà. Alors, on va démarrer. Inventer la banque de demain. À travers ce titre, on avait, pas l'ambition, mais en tout cas, un questionnement autour de quel modèle pour demain par rapport aux banques qu'on peut accompagner. Alors, on va raisonner surtout sur un modèle de banque qui est celui aujourd'hui de la banque de détail universelle, donc la banque retail universelle, telle qu'on la connaît bien en France. Et l'idée, finalement, c'est de se dire quelle évolution future devons-nous anticiper pour mieux nous préparer. Et cette évolution, finalement, pour mieux l'appréhender, on la considère d'une part à travers des facteurs plutôt macroéconomiques, et surtout dans une conséquence qui est celle qui concerne le consommateur. Et ensuite, on va essayer de raisonner sur les différents modèles gagnants pour pouvoir justement pérenniser les activités, et avec une vraie question, celle qu'on va essayer de traiter en fin de présentation, c'est quelle action immédiate de préparation, à la fois sur le plan organisationnel, managérial et bien sûr technologique. Alors sans rentrer dans des débats sur ce que peut être le monde dans 20-30 ans, on va essayer de donner quelques éléments de réflexion sur le monde. Alors le monde, il change. Alors c'est évident. Juste un premier chiffre qui est assez symptomatique. Aujourd'hui, le monde, c'est 7 milliards d'individus. Dans 10, 15, 20 ans, c'est 1 milliard d'individus en plus. Et ces 1 milliard d'individus en plus, 100% de la croissance se fera dans les pays en voie de développement, ce qu'on appelle les pays en voie de développement, en Asie et en Amérique du Sud. Et donc, rien qu'à travers ce chiffre, on peut considérer que certains facteurs vont être assez intéressants de pouvoir être appréhendés, notamment dans la compréhension du métier de banquier. Alors, quelques éléments, mais assez rapides, juste pour planter un peu le décor sur le monde qui change. On va se retrouver d'ici une quinzaine d'années avec des niveaux économiques assez homogènes entre les différentes zones qu'on connaît. Donc on a l'Europe, et ensuite tout ce qui est Asie, Amérique du Sud connaîtront donc une phase de rattrapage, puisque il y a un déplacement des zones de croissance. Et à travers cela, on peut comprendre un essor de la classe moyenne. Donc on va retrouver en fait un équilibrage des différentes populations. Et aussi un point important sur le capitalisme d'État. Aujourd'hui, et ces dernières années, les années 2000 notamment, on était vraiment ancré dans un capitalisme fort financier. Et là, on se retrouve dans une transition vers un capitalisme d'État
avec une interventionnisme un peu plus fort de l'État. Autre facteur important, c'est qu'on va se retrouver dans les prochaines années, c'est ce qui est toutes les études prospectives le démontrent, sur des liens politiques apaisés, avec des plaques régionales qui vont permettre finalement d'avoir des échanges entre différentes zones qui ne sont pas forcément celles naturelles que l'on connaît aujourd'hui. Autre élément important, c'est ce qu'on appelle les mouvements générationnels. Alors très important pour la suite, c'est que globalement, au niveau mondial, on connaîtra donc un vieillissement accéléré, donc un vieillissement donc, de l'ensemble de la population, ce qu'on connaît déjà dans la zone occidentale, une urbanisation beaucoup plus forte et bien sûr une mobilité internationale. Donc déplacement des zones de croissance, ce qui fera, notamment pour nous Européens, sans doute, notamment pour les enfants, nos enfants, pour la prochaine génération, la nécessité de se déplacer pour aller trouver un premier job et surtout aller capter de la croissance dans des zones qui sont plus propices à cela. Enfin, par rapport à cet élément de monde qui change, et ça c'est très très important, notamment dans la compréhension des comportements des clients, c'est qu'on va connaître, et c'est en train d'être assez prégnant en ce moment, c'est des mutations assez profondes sociétales. 3 points assez importants, donc c'est bien sûr la raréfaction des ressources, qui va jouer sur le sens des limites de chacun d'entre nous. Également donc sur l'inégalité donc grandissante. Alors c'est vrai qu'on va avoir une classe moyenne un peu plus forte, mais qui va globalement s'appauvrir, et des inégalités grandissantes entre les personnes qui sont plus pauvres et les personnes les plus riches. Et enfin, un point extrêmement important qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est cette sensibilité écologique. Donc on en parle beaucoup d'écologie, mais on va connaître une vraie sensibilité et un élément important dans l'acte d'achat. Alors ce monde qui change entraîne de nouvelles forces, ce qu'on appelle nous des forces motrices, et qui vont impacter le comportement du client. C'est l'accélération. On va connaître aujourd'hui, ça commence à être assez important, et ça va s'accélérer, donc sur un phénomène d'accélération. Accélération et réduction des cycles. Ensuite, un deuxième élément qui est important, c'est l'instantanéité. On raisonne fil de l'eau, de manière instantanée, on veut les choses tout de suite, rapidement. Ensuite, donc les différents éléments sur les échanges, l'ouverture, on sera vraiment dans un monde ouvert entre les entreprises, ouvert dans le monde, ouvert entre les clients. La mobilité, donc ça c'est un élément extrêmement important qui rejoint finalement aussi cette idée d'instantanéité et d'accélération. On est dans la mobilité de consommation, la mobilité d'action et de pensée. Les valeurs, c'est vrai qu'il y a quelques années on parlait de valeurs plutôt familiales, quelques décennies. Là on va retrouver ces valeurs avec aussi le sens des limites sur les aspects plutôt écologiques, raréfaction des ressources et bien sûr tout ce qui tourne autour de la place de l'homme dans le monde. Alors tout cela de manière assez rapide pour essayer de tenter de comprendre le consommateur, comment va-t-il évoluer. Alors le consommateur, si on devait finalement considérer quelques éléments importants, c'est que il n'y aura pas un consommateur, il y en aura une multitude, parce qu'il y a de nouvelles identités, donc à travers des réflexes qui seront justement sur la partie gauche, des réflexes qui vont être induites par la diffusion des technologies, et on va retrouver aussi donc cette idée de la digitalisation des comportements. Un nivellement, on en a parlé sur une partie conséquente de la population en termes de pouvoir d'achat. Et enfin, sur des paniers modifiés, donc c'est que la structure des dépenses a fortement évolué ces dernières années, mais continuera d'évoluer. Tout cela pour arriver à un constat qui est comment appréhender le consommateur. Alors, on va parler de segmentation client, et c'est très important notamment pour la banque et pour le métier et l'activité bancaire et le métier de banquier. C'est que, assez généralement, c'est aujourd'hui bien sûr le cas, c'est qu'on comprend le consommateur et son comportement d'achat à travers ses moments de vie et ses caractéristiques propres qu'on appelle la signalétique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les différentes segmentations qu'on peut retrouver dans la banque, notamment, se retrouvent d'une part à travers l'appréhension de la catégorie sociale du client, de son lieu d'habitation et de son statut social.
ces différents éléments qui sont couplés au moment de vie permettent de pouvoir créer et de pouvoir finalement appréhender quelques segmentations pour justement avoir cette politique de l'offre assez adaptée. Dans la compréhension de la banque de demain, différents éléments qui sont aujourd'hui assez faiblement captés, étudiés, analysés et après pris en compte pour différentes choses, la tarification, l'offre, etc. On a différentes valeurs, différentes caractéristiques qui viennent s'ajouter à ces éléments basiques qu'on arrive aujourd'hui à très bien appréhender, que sont la signalétique à travers les différents moments de vie. Et là, on se retrouve dans finalement la compréhension d'un comportement client qui est multiple parce que on va pouvoir faire des combinaisons de choses qui sont assez mouvantes dans le temps et qui sont assez mouvantes également en fonction des combinatoires qu'on va pouvoir associer. Donc là, le point important, et c'est notamment un point extrêmement vital sur la compréhension des différents modèles qu'on pourrait imaginer pour la banque de demain, c'est que le consommateur, ce n'est plus justement une somme de signalétique assez statique, qu'on va même pouvoir faire bouger dans le temps en fonction des moments de vie, mais c'est la compréhension de son comportement socio-culturel et de sa place que celui-ci va pouvoir avoir dans le temps, dans l'espace et dans sa communauté. Alors, le monde évolue, le consommateur change et la banque. Alors, notre conviction, c'est que aujourd'hui, et ça va être assez fort dans ces prochaines années, donc à travers ces différentes composantes d'évolution du monde et du changement du consommateur, du comportement du consommateur, c'est que de nouvelles tensions vont s'exercer sur le modèle actuel de banque universelle tel qu'on le connaît notamment en France. Et là, on a trois groupes de tensions, c'est qu'il y a un nouveau rapport entre consommation et production, c'est qu'on va arriver aussi sur un nouvel aménagement des territoires, plus d'ouverture, des plaques régionales, une meilleure mobilité, et tout cela également vont entraîner aussi un nouvel accompagnement qui est aujourd'hui quand même assez local, assez circonscrit au niveau national des différents comportements, des différents consommateurs et des différents clients. Et bien sûr, cette nouvel équilibre générationnel, on va parler beaucoup de dépendance, de vieillissement de la population, mais également l'accompagnement des jeunes et avoir aussi une meilleure, en fait, en tout cas une tension assez forte à ce niveau-là. Et le client, il va falloir le traiter différemment. Voilà. Et par rapport à cela, donc lorsqu'on parle de banque, d'évolution du modèle de banque de demain, on le considère surtout aujourd'hui, donc la banque telle qu'on la voit en France, le synchro-saint en fait, c'est vraiment l'élément en fait central de la relation entre le banquier et le client, avec un client qui passe par la banque pour tout type de service financier, avec plutôt aussi une logique, ce qu'on appelle le market push, c'est plutôt une logique offre qui va tirer la consommation. Donc, ce qu'on considère par rapport à ces différentes évolutions entre le monde et les consommateurs, c'est qu'il faut vraiment revisiter ce modèle de banque universelle en prenant comme credo important deux concepts primordiaux qui sont le multi-go shopping, c'est-à-dire que la banque doit être finalement un facilitateur dans l'organisation de la vie financière du client et non plus uniquement un point central par rapport à celui-ci. Et il faut vraiment mettre au cœur des préoccupations, ça souvent on l'entend, mais les faits nous prouvent un peu le contraire, il faut vraiment mettre au cœur des préoccupations la demande, les besoins du client, afin qu'on ait vraiment une approche événementielle par rapport au client. Aujourd'hui, on est clairement encore dans une logique produit, équipement client, et donc il va falloir faire évoluer ces aspects pour pouvoir justement remettre au cœur des préoccupations le client. Donc on vous a remis l'illustration qu'on avait choisie pour faire ce petit déjeuner, parce qu'on pense qu'elle illustre parfaitement la situation la situation que Christophe vous
vous a présenté, à savoir, on peut avoir une double lecture sur ce bonhomme. Si on pense que ce bonhomme est un client, comment faire des choix, comment se décider, quel chemin prendre en fonction des différents modèles qui s'offrent à lui, par rapport à la situation que Christophe a évoquée sur l'évolution de ses besoins, de ses aspirations. Et puis une deuxième lecture, si on prend ce bonhomme comme une banque, quel modèle choisir et finalement quelle offre proposer pour capter soit de nouveaux clients, soit consolider une relation qui parfois s'étiole. Et donc, ce qu'on vous propose assez modestement après, c'est vous donner des clés de lecture pour vous déplacer sur ces chemins et choisir finalement celui qui vous correspond le mieux. Alors, afin d'avoir un langage commun en termes de schéma, je vous propose un très bref retour vers le passé pour vous montrer les différentes évolutions, les différentes étapes de passage par laquelle la banque de détail est passée, afin d'avoir donc ce schéma que nous allons ensuite détailler sur la partie modèle. Donc tout d'abord, si on revient à l'historique de la banque, c'est quelque chose qui tourne autour de 3 piliers. Premier pilier, un pilier de proximité, forcément, puisque au moment où la banque a été inventée, on remonte à la partie Renaissance italienne, les nouvelles technologies n'étaient pas encore là. Donc premier point fort, la proximité. Et puis sur les deux autres piliers, des piliers produits. Premier pilier produit, l'épargne, évidemment, hein, la possibilité de placer son argent, qui juste au départ c'était une facilité, une sécurité même en termes de déplacement, hein, puisqu'il fallait éviter de se faire détrousser au coin d'un chemin. Et puis un deuxième pilier produit, les crédits, l'avance de fonds pour le développement commercial dans cette péninsule italienne en plein développement. Donc ce modèle a persisté pendant quelques centaines d'années jusqu'à arriver finalement, on va dire, à la révolution industrielle du 19e siècle, où l'immense besoin de financement d'infrastructures comme le rail, la route, les villes, puisque c'est l'époque de du début de l'exode rural, a conduit les banques à agrandir considérablement leur offre en termes de produits. Et donc à ajouter un certain nombre de produits à leurs produits historiques. Puis, et je passe assez rapidement sur la transition entre le 19e et puis on va dire jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une période assez agitée, qui a d'ailleurs un petit peu continué jusqu'à aujourd'hui, de réglementations successives qui vont encadrer progressivement ces produits qui sont proposés à ces clients. Deuxième partie du XXe siècle maintenant, l'arrivée de l'informatique. Et l'informatique dans la banque a considérablement transformé sa façon de travailler, puisque son outil de production, qui était les hommes pendant plusieurs centaines d'années, s'est transformé en l'espace de 30 à 40 ans autour d'un outil de production quasiment 100% automatisé et industrialisé. Et donc le poids de l'informatique dans la banque aujourd'hui est devenu considérable. Et on verra qu'il y a un grand nombre de modèles qui peuvent s'inspirer des innovations technologiques, car le cœur de production, l'outil de production numéro 1 de la banque est son informatique. Et puis enfin, si j'arrive sur la période qui nous concerne directement, les années 2000, enfin un petit peu avant, pardon, pour la partie partenariat, puisque les grandes associations ont commencé dans les années 80, mais si on prend les nouveaux réseaux de distribution type banque directe, banque en ligne, c'est les années 2000 avec l'explosion d'Internet. Et puis on le verra encore plus récemment, peut-être bientôt se passer de sites web. Donc c'est pour vous dire à quel point l'accélération a été fulgurante sur ces dernières années. Donc évidemment, cette présentation est assez grosse maille. Il y a eu tout un tas de soubresauts, mais bon, en disant que ça nous donne un cadre assez simple qui va nous permettre de discuter un petit peu de ces nouveaux modèles. Donc le modèle universel de la banque de détail qui est d'ailleurs assez français, assez franco-français, est celui-ci. Donc des outils transverses du réglementaire, de l'informatique, des moyens généraux qui restent très importants,
N usines de production pour traiter tous les produits, et puis un très grand nombre de canaux de distribution, pour ne pas dire la totalité. Donc le modèle auquel on arrive est un modèle qui fait tout, qui est capable d'agir sur à peu près tous les moyens, tous les canaux de distribution qui existent. Et nous pensons que ce modèle, et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer par la suite avec Christophe, que ce modèle est en train de toucher à ses limites, parce que tous les éléments présentés justement sur la partie le monde change, le client évolue, sont autant de freins par rapport à un modèle qui se voudrait, universel. Alors c'est vrai que par rapport à ce modèle, donc les différents concepts d'efficacité, d'agilité, d'anticipation, d'accélération, la lourdeur des organisations qu'on peut constater aujourd'hui à travers justement ces différentes filières intégrées, multiservices, multiproduits, multicanaux, multipartenariats au sein de même groupe, font que il est difficilement envisageable de pouvoir être très agile, converger sur des cycles clients, être dans l'instantané et quasiment dans le online. L'innovation, la rentabilité, toutes ces notions, il y a un point important, c'est à quel coût. À quel coût. Et on constate aujourd'hui que les moyens mobilisés pour justement maintenir, pérenniser et justement garder à l'équilibre ces organisations génèrent des coûts extrêmement importants, je ne vais pas dire de maintenance parce que c'est un peu trop le monde informatique, mais des coûts de pérennisation qui sont tellement importants que le coût du change, finalement, est grappillé, mangé par justement cette nécessité de maintenir ces différentes organisations. Lourdeur des organisations, les coûts des moyens mobilisés, et en plus, un troisième phénomène qu'on constate aujourd'hui sur ces gros ensembles, sur ces banques universelles, c'est les contraintes des prestations groupes, avec cette idée que la mutualisation, la coopération à l'intérieur d'un même groupe, c'est bon. Néanmoins, certaines activités prestées à l'intérieur d'un même groupe ne sont pas forcément les meilleures, ne sont pas forcément les moins chères, ne sont pas forcément les plus efficaces. Et donc, on se retrouve avec des organisations assez grosses, assez grandes, qui font tout, néanmoins qui ont des prestations qui ne sont pas forcément les meilleures, les plus adaptées aux besoins des clients. Et là, donc, on se retrouve prisonnier d'un système qui, finalement, alourdit encore les organisations et mobilise des coûts importants de coordination et d'intégration. Et tout cela, finalement, nous incite à essayer de raisonner, en tout cas à essayer de proposer d'autres modèles qui vont aller un peu au-delà, justement, de ce modèle classique de banque universelle, tout en rappelant deux éléments importants qu'on a indiqués tout à l'heure. C'est qu'il faut favoriser, justement, le multi-go shopping, un concept assez fort, et remettre le client au centre des préoccupations avec, bien sûr, une bonne compréhension de ses besoins. Donc, si je reviens à mon modèle qui est celui-ci, nous croyons à une déstructuration de la chaîne de valeur bancaire, qui est représentée ici à travers ces outils de production et ces canaux de distribution. Et donc nous pensons qu'il est préférable d'être le meilleur sur une activité restreinte et un canal de distribution précis, ou d'être le meilleur sur un ensemble de produits, plutôt un sous-ensemble de produits bancaires qui seraient distribués par d'autres. En tout cas, nous pensons que c'est beaucoup plus simple de viser une sous-partie et de le faire très bien, plutôt que de vouloir absolument tout faire et d'être, comme vous l'a présenté Christophe dans le slide précédent, finalement soumis à des contraintes de taille qui sont forcément plus limitantes en termes de souplesse et de flexibilité. Alors, est-ce que c'est une lubie cette idée de déstructurer la chaîne de valeur bancaire? Nous ne le pensons pas, ne serait-ce que si on prend l'exemple du secteur telco. Alors, on aurait pu prendre un autre secteur type énergie qui a été fortement réglementé et obligé de s'ouvrir. Mais cet exemple me paraît assez intéressant. Donc on avait un opérateur historique qui faisait la totalité.
qui faisait la totalité. Et puis on a vu apparaître des nouveaux opérateurs, des opérateurs virtuels, type énergie par exemple, se spécialiser sur la relation client et la distribution de produits. On a vu des opérateurs aller encore un petit peu plus loin. Si on prend par exemple le cas de Virgin, d'aller encore un petit peu plus loin et d'exercer un peu plus de choses sur cette chaîne de valeur. Et on a même vu un modèle encore un peu plus mixte avec la notion d'enabler qui vient se placer entre l'opérateur historique et puis l'opérateur virtuel. Donc c'est le cas de Transatel par exemple. Donc voilà un petit peu à travers cet exemple d'un autre secteur, ce qui pourrait arriver si en tout cas si nos idées s'avèrent justes dans le domaine bancaire. Pour vous donner un chiffre, ces trois derniers segments représentent 15% du secteur telco. Donc c'est pas du tout négligeable. Donc si je reviens à la banque, nous vous proposons quelques modèles. Alors on en a détaillé plus dans les supports imprimés que vous avez sous les yeux. On vous en présentera deux, parce qu'ils nous paraissent les plus intéressants ce matin, mais on serait ravis d'en discuter avec vous sur d'autres modèles. On les a classés en trois catégories. Ceux qu'on a regroupés au sein de la thématique marketeur, parce qu'à travers ça, on vise évidemment les spécialistes de la relation client. Et on vous détaillera plus en détail le modèle assembleur, juste après. Deuxième point, on vous a proposé une segmentation autour des vendeurs. Eux, ce qui va les intéresser, c'est des cibles clients particulières. Donc, si je prends l'exemple dernier recours, qui est un titre peut-être un peu mystérieux, Christophe vous a parlé des inégalités qui s'accroissent, y compris en France. Et donc nous croyons fortement à un modèle de banque qui serait probablement 100% étatique, puisque le modèle de coût est difficile à imaginer, le modèle de rentabilité paraît difficile à imaginer, mais qui s'adresserait à une clientèle délaissée, soit des gens très pauvres, soit des gens surendettés. On peut imaginer un modèle toujours sur la segmentation client de particulier à particulier, extrêmement collaboratif, où finalement on limite au maximum les interactions avec des institutions pour fluidifier et privilégier des transactions de pair à pair pour des raisons de transparence, de petits groupes, voilà. Dernier point, dernier gros ensemble, la partie producteur, parce que quand on dit que le modèle, la chaîne de valeur se déstructure, évidemment, il faut bien sûr continuer à faire l'ensemble des briques. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui va faire quelle brique et dans quel but. Et donc, si on a un modèle assembleur qui vient vraiment se mettre sur la notion de multi-go shopping que Christophe a détaillé tout à l'heure, ça sous-entend qu'évidemment, il y a des spécialistes dans la partie usine de production qui vont créer les produits. Si je vous détaille par exemple le modèle de banque assembleuse, le premier point qui en ressort, c'est une clientèle aux besoins déterminés, c'est-à-dire ils ont juste un credo, on veut les meilleurs produits. Et les meilleurs produits, ça peut être, mettons que le meilleur produit d'épargne est fait dans une banque, le meilleur produit d'assurance est distribué par un assureur qui n'est pas du même groupe que la banque, le meilleur crédit, etc., etc. Aujourd'hui, si on veut le faire, c'est possible, évidemment, mais on démultiplie d'autant le nombre d'interlocuteurs nécessaires et le temps d'obtention de ces produits. Or, on est dans une société où on veut aller toujours plus vite et faire des choses toujours plus simples. Et donc, nous croyons à un modèle où on aurait un interlocuteur unique qui nous fournirait clé en main des produits choisis par lui et qui seraient les meilleurs du marché. On peut d'ailleurs étendre ce modèle. On vous l'a mis, c'est pour ça qu'on a fait apparaître la notion de société de service. On pourrait très bien imaginer que dans ce panier des meilleurs produits, il n'y ait pas que des produits bancaires, mais des produits d'autres secteurs. Et quand je dis non bancaire, c'est même non secteur financier, hors assurance également. Pour vous, je sais pas moi, imaginons un
un jeune qui souhaiterait se lancer dans la vie active et qui n'aimerait pas avoir 15 interlocuteurs différents avec qui parler, lui faire un package clé en main où il aurait Internet, téléphone, banque, énergie, etc. Pourquoi pas, on peut toujours en rêver, et ça ferait une seule fois des papiers à remplir, et je pense qu'il sera très content. Sur la partie usine de production, donc, ce qui est important de noter dans ce modèle, c'est la notion de partenariat. Et on verra, côté technologique, ça tire une complexité assez forte, puisqu'il faut être capable de s'interopérer avec un grand nombre d'acteurs de manière consistante pour garantir une qualité de service aux clients et ne pas se retrouver en tant que relation client à devoir expliquer les problèmes sous-jacents qui, du fait de ce modèle, ne sont pas de notre fait. Donc la banque se doit, dans ce cas-là, enfin cette banque assembleuse se doit de posséder une IT de qualité, enfin un système d'information de qualité, capable de s'interfacer de manière sécurisée et fiable avec ses partenaires. Donc voilà pour ce premier modèle. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Christophe. Alors oui, juste un petit mot, c'est que ce modèle finalement, c'est un peu, je vais pas dire que c'est le supermarché de la distribution, mais c'est vraiment le point fort de ce modèle, c'est la relation client. C'est bien comprendre et bien connaître son client et finalement lui proposer le meilleur service avec une bonne connaissance client, une bonne connaissance de son besoin et savoir aussi trouver les bons partenaires avec justement les partenaires qui sont champions dans leur domaine pour pouvoir justement avoir cette relation client de très bonne qualité. Il est d'ailleurs possible, enfin en tout cas tout à fait possible, que ce champion de la relation client ne soit pas une banque demain, mais que ce soit fait par une entreprise qui est déjà très forte sur la relation client, peut-être issue de ces grands du web qui arrivent et qui ont envie de faire toujours plus, qui sont déjà très forts sur la partie interface au sens informatique du terme, et qui pourraient prendre cette relation. C'est une hypothèse. Cette banque assembleuse ne sera peut-être pas une banque historique. Deuxième modèle que qu'on voulait aborder, c'est un modèle qui est très en vogue, cette année, puisque le mot digital semble être le mot de l'année. Donc on ne pouvait pas ne pas faire une présentation sans parler du digital. Donc ce modèle de banque digitale, il s'adresse à des clients technophiles, de par le côté dématérialisé qu'il sous-entend, mobile et autonome. Autonome parce que l'action privilégiée reste la banque directe. Donc la banque digitale, c'est la version 2010 de la banque en ligne des années 2000. C'est dans cette optique, en tout cas, qu'un accent très fort est mis sur l'expérience utilisateur, sur l'instantanéité des relations et sur finalement le raccourcissement des cycles d'accession aux produits, donc des souscriptions qui doivent aller le plus vite possible pour qu'il n'y ait pas de perte de temps, des accès à ces services n'importe où, n'importe quand et dans n'importe quel lieu, et qui au final, en plus, ne nécessite pas forcément une infrastructure extrêmement complexe, puisqu'une fois encore, l'accent est mis sur le canal de distribution et non sur la partie production. Alors on ne vous a pas détaillé de modèles spécialisés sur la partie production, parce que finalement c'est des modèles assez historiques, mais c'est vrai que c'est sur ces modèles-là que le coût en termes d'infrastructure est le plus fort. Ce sont des modèles qu'on peut activer de manière très facile et à des coûts tout à fait limités. Donc, si on prend des exemples récents, c'est un petit peu les exemples type Simple Bank ou Move Bank aux États-Unis, qui sont dans cette dynamique-là de vous proposer une relation 100% centrée sur l'expérience utilisateur. On en verra un autre exemple dans la partie technologie. Je te laisse continuer. Alors, juste donc les actions immédiates de préparation. On parle bien de préparation parce que finalement donc l'avenir ne se prévoit pas, l'avenir se prépare. Et quand même un maître mot par rapport à tous ces modèles d'organisation des différentes banques qu'on a pu imaginer dans notre support,
c'est vraiment l'architecture ouverte. Donc, on parle de déstructuration de la chaîne de valeur pour pouvoir justement construire, ou en tout cas imaginer de nouveaux modèles bancaires, avec cette idée de vraiment d'ouverture vers l'extérieur, d'ouverture entre entreprises dans une relation B2B, et aussi, on le verra dans les actions, vis-à-vis des clients. Alors, sur les actions de préparation, juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance, en tout cas l'idée qu'on a, c'est pas de lancer des gros programmes, des gros projets énormes qui coûtent cher et qui vont durer qui vont être étalés sur des années et des années, hein, et qui au final n'aboutissent à pas grand chose. C'est plutôt, et c'est pour ça qu'on a appelé ça des actions de préparation, c'est une somme d'actions qui, même si on ne sait pas aujourd'hui vers quel modèle aller, même si c'est compliqué d'y aller d'ailleurs, en tout cas il faut se donner les moyens de pouvoir à un moment donné prendre le virage nécessaire pour justement préserver les positions, pour pouvoir pérenniser l'activité et faire face à sans doute de nouveaux acteurs qui pourront rentrer sur l'activité, tel que l'a précisé tout à l'heure Olivier, parce que par exemple la banque assembleuse, sans doute que ce sera autre chose qu'une banque si personne, en tout cas parmi les banquiers, devait aller sur ce chemin. Alors, première étape, et ce qu'on a écrit est vraiment assez classique. Première étape, c'est, bon, il est temps de finir ce qui a été démarré il y a une dizaine d'années. Et là, on a mis, je ne vais pas tous vous les citer, mais on a mis des actions qui, quand j'ai commencé à travailler il y a une douzaine d'années, voilà, c'était finalement, c'était un peu les projets qu'on commençait à mener. Et là, aujourd'hui, on entend encore parler de formation de la force de vente, parce que bon, les pauvres, ils ont tellement de produits, même s'ils les vendent pas, à comprendre et à connaître. Et c'est encore plus compliqué parce que le client souvent est bien plus compétent que le conseiller, parce que le client, il s'informe au préalable et va surtout se former sur les produits qui semblent pouvoir lui convenir par rapport à ses besoins. Formation de la force de vente, l'offre, clarifier l'offre et le pricing. Voilà, lorsqu'on est dans une logique de relation forte avec le client, il faut tarifer et savoir tarifer ses produits, tarifer ses services en fonction justement de différentes segmentations, des segmentations qui ne seront plus uniquement basées sur des éléments statiques de revenus ou de catégories socio-professionnelles, mais sur des éléments de comportement. Et ça, c'est très important sur la tarification. Aujourd'hui, ce qu'on constate dans les différentes activités bancaires, c'est que la tarification est fortement liée à un ensemble en fait d'activités où il faut trouver finalement un équilibre pouvant permettre de dégager une rentabilité globale par rapport à différentes activités, et non plus une tarification qui est basée sur le coût opératoire d'une opération ou d'une activité. Faire du lean faire du lean, ça c'est assez simple, hein, c'est être efficace. Ça c'est ce qu'on entend depuis de longues années. Hein, comment être efficace. Créer, utiliser une réelle intelligence client. Là c'est rentrer, ça c'est un point important. C'est rentrer dans une relation plus, en tout cas plus gagnante-gagnante entre la banque et le client. Baser l'organisation sur la satisfaction client, bien sûr c'est en lien. Hein, c'est être sûr que ce qu'on va pouvoir proposer au client, celui-ci est satisfait. Et tout cela dans un cadre global de risk management et de communication et de notoriété. Donc ça, ce sont des actions assez simples qui ont été bien sûr entamées il y a de longues années et qu'il faut aujourd'hui maintenant concrétiser, en tout cas que ce soit derrière nous, pour pouvoir justement actionner de nouveaux leviers d'efficacité par rapport à ces différentes modèles qu'on peut entrevoir pour le futur. Alors, on vous a mis quelques exemples d'actions de préparation. Le premier point, si on parle de déstructuration de la chaîne de valeur et des activités, éviter les gros ensembles, ces activités, ces grandes structures qui sont multi-produits, multi-canaux, multi-services, multi-tout.
ben là, il va falloir faire des arbitrages entre les activités. C'est vraiment de se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée, ou en tout cas les activités où chaque entreprise est la meilleure sur son credo. Et là, bien sûr, c'est les activités core business, hein, et c'est vraiment important, hein, dans cette compréhension du fait qu'il faut vraiment être le champion, en tout cas, dès lors qu'on est dans une relation avec le client, il faut être le champion de l'activité en question. Converger vers le cycle client, ben, le client, ben, il évolue, il a des besoins d'instantanéité, il a des besoins de mobilité. Un jour, il a besoin de quelque chose, le lendemain, c'est sans doute autre chose. Bon, ben, la banque, la structure, doit être capable de pouvoir suivre son rythme. Et là, on constate encore aujourd'hui, hein, et c'est des notions de time to market. Il y a pas mal d'études que vous pouvez utiliser dans différentes banques sur les besoins du client, sur ses attentes, etc. Mais ensuite, on peut imaginer au niveau marketing différents axes de développement, mais pour les mettre en œuvre, dès lors qu'on parle avec de l'informatique, avec les informaticiens ou d'autres personnes, c'est extrêmement compliqué de pouvoir sortir des produits, sortir des services très rapidement sur des cycles courts. Voilà, hein, dès lors qu'on a du mainframe, dès lors qu'on a une informatique assez vieillissante, avoir des time to market qui sont de l'ordre de la semaine, c'est extrêmement difficile. En tout cas, d'avoir une agilité, de pouvoir se caler sur les cycles clients, sont extrêmement compliqués dans certains établissements du fait que les moyens mis en œuvre ne sont pas du tout adaptés à l'ère du temps. Troisième idée, c'est la co-création. La co-création, c'est aussi l'idée d'ouverture vers le client et une co-création, une co-participation sur la construction d'une offre, la construction de différents modèles de distribution, voire même de tarification ou de services, avec le client qui donne son avis, qui va même pouvoir peut-être tester d'ailleurs, hein, avant une mise en service de nouveaux produits, cette idée en tout cas la volonté de pouvoir participer à l'offre que sa banque va pouvoir lui donner. Alors, maximiser l'efficience opérationnelle, on rejoint le Lean, hein, donc le Lean, c'est la chasse au gaspillage, c'est continuer dans ce sens. Il faut être agile, mais il faut être agile à un coût qui le permet. Le coût, donc, c'est aussi cette recherche de rentabilité, et cette recherche de rentabilité vient aussi dans le sens de cette chasse au gaspillage et à tous les niveaux. Au niveau bien sûr opérationnel, mais ça doit aussi monter vers l'ensemble des strates de la banque jusqu'à la direction, parce qu'il y a aussi l'idée de la banque responsable. La banque responsable, c'est justement, tout à l'heure on parlait du sens des limites, la raréfaction des ressources, la sensibilité écologique. C'est aussi un questionnement de chaque individu par rapport à la place qu'il a dans la société, et également les sociétés qui vont pouvoir, donc les entreprises qui vont pouvoir lui servir, la place qu'elles ont par rapport à leur environnement. Et là, le comportement du client va pouvoir à un moment donné aussi s'adresser à des entreprises qui, elles, sont socialement responsables. Cette chasse au gaspillage, bien sûr, elle a des côtés assez mercantiles, puisque c'est aussi une recherche de la rentabilité, mais c'est aussi de pouvoir proposer une offre basique à partir du moment où les clients demandent cette offre basique. Adapter l'organisation pour une réelle disponibilité. On a parlé du time to market. Là, c'est vraiment être dans l'instantanéité, dans le online, dans le fil de l'eau. Hein, aujourd'hui, beaucoup d'organisations sont sur du modèle batch ou du multi-batch, et donc n'est pas capable de pouvoir justement répondre à différents besoins, parce que l'organisation, on est encore sur des plages horaires qui sont limitées, sur des technologies qui ne permettent pas de pouvoir comprendre le comportement du client. Je prends juste un petit exemple. Sur des banques à travers des portails internet ne savent pas ce que font leurs internautes en temps réel, et même au bout de 30 jours
ne savent toujours pas ce qui a été réalisé si ça n'a pas été concrétisé. Et donc c'est difficilement, comment dire, le plan d'action commercial et l'animation marketing qu'on doit avoir sur le site internet sont vraiment difficilement analysables et appréhendables si on ne sait pas le comportement, si on ne connaît pas le comportement du client sur quasiment, je ne vais pas dire en temps réel, mais sur des délais très courts pour pouvoir justement s'adapter. Enfin, faire preuve d'une transparence maximale. Cette transparence, elle est souvent sur cette notion à la fois de prix, la tarification, comment tarifer et comment bien tarifer un produit, tout en étant transparent, afin que les clients en ont à la fois pour leur argent et aussi aient le sentiment qu'il y a une vraie collaboration au juste prix par rapport aux services délivrés. Aujourd'hui, on est encore dans un sentiment, et c'est vrai qu'en période de crise et de tension, toujours cette idée que le banquier c'est un voleur et que on se fait avoir au quotidien par rapport à la banque. Alors que le service est vraiment réel et que la place du banquier dans la société par rapport au client est aussi très importante. Donc voilà pour quelques actions qu'on n'a pas trop détaillées, mais qui méritent vraiment de pouvoir être initiées assez rapidement parce que justement les moyens, et notamment technologiques, sont d'ores et déjà présents. Ce qui est important de noter, c'est que la banque de 2020, si on se projette sur une dizaine d'années, sera constituée avec des technologies qui sont déjà disponibles aujourd'hui. Donc c'est pas la peine de vouloir chercher à tout prix d'être l'originalité et l'exotisme. Toutes les technologies dont vous avez besoin pour faire votre nouvelle banque sont déjà présentes. Et elles sont déjà présentes dans un monde très connu de nous tous, puisque la sphère privée, ce qu'on utilise en tant que consommateur lambda, on est sur des usages qui sont diamétralement différents avec ce qu'on peut voir dans le monde de la banque. Et petit à petit, on va le voir à travers certaines initiatives, on est en train d'intégrer ces usages privés dans cette sphère bancaire. Mais ce qu'il faut bien être conscient, c'est que l'arrivée du mobile, si je prends cet exemple, quand je dis mobile, c'est aussi bien les téléphones que les tablettes ou toute autre chose, et surtout de ces outils, si on le prend le mobile en tant qu'outil dans la sphère de l'entreprise, est déjà là et se fait qu'on le veuille ou non. Donc l'informatique de demain est prête et elle révolutionne nos quotidiens. Soit on résiste et on a ce phénomène de digue emportée, soit on accompagne ce mouvement et on le fait entrer et on en tire le meilleur. Je vais vous montrer quelques exemples rapidement. Je pense que maintenant, ça c'est des choses sur lesquelles vous êtes tous familiers. Donc l'interface de demain est multiple. Là, je n'ai mis que des appareils type ordinateur, tablette, mobile, mais on pourrait imaginer des télés, on pourrait imaginer des distributeurs intelligents dans les rues qui reprendraient une nouvelle fonction. Parce que entre nous, moi, ça fait bien longtemps que je ne consulte plus mon relevé de compte au distributeur. En tout cas, ces appareils me permettent de le faire très simplement. Voilà, redonner un petit peu de poids à ces interfaces qui sont présentes dans nos rues et qui peuvent nous rendre des services intéressants si on se donne la peine d'y penser. Penser mobile, donc pour cette clientèle qui est mouvante, et penser tactile pour cette expérience utilisateur. Si on prend un exemple dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est dans la lignée un petit peu de Simple ou Movent Bank, donc que j'ai évoqué tout à l'heure, la GoBank qui vient de démarrer s'inscrit dans cette logique, dans ce modèle digital, avec une banque qui est 100% mobile et 100% accessible tout le temps pour ses utilisateurs. Quelque chose de très simple pour une clientèle d'aujourd'hui. C'est un exemple, évidemment, il y aurait tous les autres modèles. Deuxième chose, Christophe a parlé d'ouvrir son système d'information. Ça, c'est très important pour tous les modèles de type assemblage ou production de produits bancaires qui seraient redistribués par d'autres.
toute la logique d'interfaçage entre les différents systèmes d'information. On assiste maintenant à l'explosion d'un standard de fait au niveau des API. Donc je vais vous épargner la partie technique, très technique, mais en tout cas, les standards sont là. Les communautés de développeurs sont tous prêtes et aguerries à ce type de mécanisme. Il ne suffit plus que de leur mettre à disposition. Si on prend un exemple qui va vous parler, donc Twitter en haut, Twitter c'est 75% de son trafic, il y a des API. Ils en sont même à se demander comment ils vont faire pour rapatrier des gens sur leur site, personne n'y va. Parce que tout leur service est consommé par des canaux de distribution qui sont autres. Si on prend le gouvernement américain, ils ont indiqué que leur axe prioritaire de développement, c'était cette dimension API, puisque derrière, il y a toutes les logiques open data et mise à disposition de données qui pourraient être de données publiques qui peuvent être réutilisées par d'autres. Plus on met de données à disposition, plus on s'autorise des nouveaux business models qui pourraient émerger avec, comment dire, en allant picorer toutes ces informations disponibles. Le mot d'ordre d'un point de vue technologique sur cette dimension-là est très simple. On considère que ne pas avoir d'API, de système ouvert aujourd'hui, en 2013, c'est comme ne pas avoir de site web dans les années 2000. Pour vous donner un petit peu le poids que ce type d'approche va avoir sur la partie système d'information. Pour des modèles qui vont s'imbriquer les uns les autres. Christophe parlait de co-création tout à l'heure. Il existe des leviers formidables d'idées qu'on peut obtenir à travers ces plateformes de co-création. Si on prend une image assez simple, vous avez le choix soit d'avoir un département innovation avec quelques personnes brillantes qui vont produire 1, 2, 3 grandes idées. C'est une première approche. Et vous avez une deuxième approche qui d'ailleurs n'est absolument pas exclusive avec la première, qui est de se dire, proposons-leur un espace ouvert sur lequel les gens peuvent s'exprimer, que ce soit des clients, des internautes, un peu n'importe qui. Ils auront peut-être des petites idées, mais la somme d'individus et de petites idées potentielles est bien supérieure à quelques grandes idées qui pourraient naître de la maison. Donc ces plateformes de co-création sont des sources. C'est une façon, il faut le voir comme une façon d'outsourcer, de vous permettre l'outsourcing de l'intelligence ou de l'innovation à l'extérieur et de s'appuyer sur un levier potentiel fabuleux de contributeurs extérieurs. Donc 2 banques en France ont fait ce pari, en s'appuyant d'ailleurs sur le slide précédent à la partie API. Crédit Agricole avec son Crédit Agricole Store, et puis AXA Bank, pareil, sur cette logique d'API, et donc d'ouvrir finalement, en ouvrant son système, on a la possibilité de faire des innovations complémentaires. Troisième élément que je voulais vous parler, et qui est un peu dans la logique des précédents. Alors, je vais vous le détailler parce que le slide est assez riche. Donc on avait présenté tous ces gisements de données potentielles qui sont disponibles aujourd'hui, avec soit à travers des réseaux sociaux, des objets, des marqueurs, on peut imaginer des puces RFID qui vous suivent un peu partout. Toutes ces sources d'informations viennent compléter les sources internes qui sont déjà, à notre avis en tout cas, sous-utilisées aujourd'hui. L'intégralité de ces sources d'informations, on peut les ramasser, les réceptionner pour les transformer et leur faire produire une nouvelle valeur et donner à nouveau des opportunités complémentaires, que ce soit en matière de segmentation client repensée. Vous avez quelques use cases en bas. Par exemple, de voir comment se comportent vos clients sur les réseaux sociaux, de manière à imaginer des catégories nouvelles. C'est aujourd'hui possible technologiquement, et on peut même aller jusqu'à des représentations adaptées pour faire émerger ces informations. Si on prend un parallèle avec ce que vous a présenté Christophe tout à l'heure sur la signalétique client, donc avant on était très orienté revenus, CSP, des catégories assez déterminées pour faire des segmentations clients. Et on s'aperçoit aujourd'hui, en manipulant toutes ces informations, qu'à l'intérieur de la catégorie CSP+, eh bien, il y a des gens qui se comportent effectivement comme comme on imagine que les CSP+ se comportent, et puis des gens qui sont totalement différents
et qui se comportent comme d'autres catégories socio-professionnelles et ont une façon d'appréhender les produits qu'on n'imaginait pas. Donc, ces segmentations fines, on est incapable de les faire sans ces nouveaux outils parce que c'est difficile, parfois un peu contre-intuitif, d'imaginer les différentes catégories et la façon dont les gens se comportent. Donc il y a de très nombreux use cases à implémenter sous cet acronyme qui lui aussi est très tendance de Big Data. Un point rapide qui normalement ne doit pas vous amener de surprise particulière sur tout ce qui est dématérialisation. Donc là, je vais essentiellement parler de la partie qui concerne le client, mais cet aspect dématérialisation, il faut bien sûr le continuer à l'intérieur de l'entreprise, parce que tout l'intérêt, c'est de raccourcir les temps de cycle, raccourcir les temps de cycle en termes d'entrée en relation, par exemple une souscription totalement dématérialisée. Ça passe par de la signature électronique, qu'elle soit vocale, ou signature par certificat, peu importe. Mais ça passe aussi par des process bien maîtrisés en interne et pour que la chaîne en fait n'ait pas d'interruption afin d'avoir ce temps le plus court possible. Et puis toute une vague sur les paiements. Donc là, bien difficile de savoir ce qui va percer, puisqu'il y a une offre qui est aujourd'hui pléthorique sur cette partie, et il y a forcément quelque chose qui va finir par détrôner notre sacro-saint chèque qui nous coûte si cher, ou qui vous coûte si cher, à traiter. Alors, je vais vous faire grâce de ce dernier slide. C'est notre vision, notre matrice de maturité sur les différentes innovations, ou en tout cas apportées technologiques que nous envisageons. Juste, je vais vous parler des 4 grands axes. Premier grand axe, l'usage client, et je pense qu'on en a largement parlé ce matin. Deuxième grand axe, celui que je viens de vous présenter sur la partie exploitation des grands volumes de données. Le troisième, amélioration des processus SI, on ne l'a pas du tout abordé pour une raison assez simple, parce déjà il fallait faire des choix, et ensuite on pense que c'est quelque chose qui n'est pas limité au secteur bancaire et qui s'applique à tous les systèmes d'information, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise. La logique est simple, c'est à nouveau de travailler sur, et ça se rapproche d'ailleurs assez de ce que disait Christophe sur la partie chasse au gaspille, c'est de voir comment on peut travailler mieux, de manière plus collaborative, plus coopérative entre les différentes entités de l'entreprise, qui sont malheureusement parfois beaucoup trop cloisonnées et qui mettent des freins et des barrières à l'innovation, à la prise de risque, aux tentatives en fait de faire différemment. Et puis un dernier point très important, sécurité, où là aussi il y aurait pas mal de choses à dire en termes d'innovation. Donc voilà, pour conclure, juste quelques mots. Premier point, c'est que par rapport à tout cela, notamment dans l'idée d'inventer la banque de demain, c'est tout d'abord de s'inscrire dans un cercle vertueux. Un cercle vertueux qui va tout d'abord démarrer sur une gouvernance adaptée, la capacité de pouvoir prendre des décisions sur des projets, notamment sur l'allocation de ressources et la décision d'investissement à travers une gouvernance qui est appropriée à cela. Ensuite, bien sûr, c'est de pouvoir mettre en place son organisation, et notamment une organisation dans le sens du client. Dans le sens du client, et donc bien sûr avoir des aspects marketing assez forts. Et là, donc, il y a un point important, c'est le troisième cercle, c'est les investissements, de pouvoir aussi les faire dans des aspects qui sont vraiment dire intangibles, mais donc c'est dans la compréhension de tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure, la compréhension du comportement du client qui va bien au-delà de la connaissance d'éléments statiques. Et donc, il faut aussi, pour cela, bien sûr, des infrastructures, notamment technologiques, appropriées. On parle de big data, mais on pourrait parler aussi de small data, de pas mal de choses qui pourraient permettre de bien comprendre le comportement du client en temps réel.
Bon, après, bien sûr, sur les différents modèles, c'est cette valorisation des différents atouts. On a insisté sur la notion de champion, être le champion dans son domaine. Donc ça, c'est pas un 20 mots, c'est extrêmement important pour pouvoir justement, à terme, pérenniser l'activité. Et enfin, bon, je vais laisser... Donc, pour résumer en une phrase, notre credo aujourd'hui, en tout cas celui en lequel nous croyons très fortement, c'est que demain, quel que soit le modèle que vous choisirez ou qu'il faudra mettre en place, il faudra en faire moins pour faire mieux. C'est vraiment ce à quoi on croit très fortement. Faire moins pour tout simplement que ce soit beaucoup plus simple à faire, parce que c'est devenu tellement compliqué de pouvoir adresser toutes les typologies de produits imaginables et puis de types d'activités dans ce modèle de banque universelle à la française. Voilà, c'est je pense simplement une question de simplicité. Ça ne veut pas dire que les banques historiques vont disparaître, mais pas du tout, mais peut-être choisir un des modèles, ou plusieurs modèles d'ailleurs, puisqu'ils ne sont pas exclusifs les uns des autres, pour trouver voilà les bonnes clés pour retrouver des leviers de croissance, et soit sous-traiter une partie de son système pour le revaloriser, parce que le système d'information qui est un actif, on pourrait et pourtant il est vu comme un centre de coût aujourd'hui, on pourrait en faire un centre de profit en accueillant des activités ou en exerçant des activités pour le compte d'autres. Soit, comme le disait Christophe, peut-être se dessaisir de certaines activités qui ne sont pas cœur business pour se concentrer sur sa véritable valeur ajoutée. Et donc dans tous les cas, quel que soit le modèle, ça passe par trois éléments: l'ouverture pour la co-création, le partage, l'innovation, le partenariat, l'encouragement donc de l'innovation, la prise de risque. La prise de risque, c'est simplement accepter de se tromper. Donc dans nos premières actions immédiates, on avait faire un premier pas, un petit pas qui peut être un test à moyen contraint, certes, mais en tout cas accepter de tester. Ce qui veut dire être capable de mesurer pour savoir si le test s'avère concluant. Donc c'est une dimension dont on n'a pas parlé, mais il est évident que tout passe par la mesure, pour mesure des coûts, mesure du temps gagné par exemple. Et puis en prolongement direct de cette relation client qui doit être tout le temps, partout, une organisation qui elle aussi doit se mettre en ordre de marche en interne pour suivre ces processus qui sont toujours plus continus. Or aujourd'hui, on est encore sur certaines parties sur des processus qui ne sont pas forcément, qui n'autorisent pas forcément le 24/7. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, on va les prendre avec plaisir. Et je vous invite, pour nous, dans une démarche d'amélioration, à remplir le petit questionnaire qu'on vous a remis et à le laisser aux hôtesses en sortant. Merci beaucoup. Alors, sur les questions, n'hésitez pas également à nous recontacter s'il faut. On n'a pas tout mis dans le support. Donc avec plaisir après coup de revenir vous voir pour repréciser certaines choses. Oui. Oui, Jean-Luc Strauss, Altran est responsable du club Innovation Banque Finance Assurance, ça tombe bien. Donc là c'est un focus sur la banque de détail et vous proposez des modèles. Je pense qu'il y a d'autres modèles qui sont plus liés au fait que ce que cherchent aussi les clients, me semble-t-il, c'est aussi des services, pas des produits. Ce qui voudrait dire, au contraire de, je dirais, découper verticalement, c'est peut-être découper autrement. En plus, la deuxième remarque, effectivement, les banques sont de plus en plus dans une démarche de distributeur classique, comme vous le montrez. Et je pense qu'effectivement, il va y avoir une réintermédiation
mais je suis pas sûr que ce soit forcément des non-banques pour certains produits bancaires. Alors sur le premier point, effectivement, et on a essayé de le montrer dans nos différents schémas, hein, le premier découpage, c'est les clients. Dans tous les schémas qu'on a pu vous montrer, on a la strate en fait en premier abord, le client. Et le client, c'est son besoin. Alors, et deuxième élément de réponse, c'est que on parle bien de multi-go shopping. C'est-à-dire que le point important, c'est la relation clientèle avec la banque ou tout autre établissement, hein, qui va être un facilitateur dans l'organisation de la vie du client. Voilà. Donc l'approche, enfin vraiment l'approche produit, équipement produit. Donc il y a beaucoup de banques, hein, d'ailleurs, qui ont fait ce virage il y a quelques temps, n'est plus à considérer comme étant la seule approche possible, mais vraiment plutôt à avoir une approche événementielle par rapport aux clients, ses besoins. Et effectivement, l'organisation, en tout cas un modèle de banque possible, c'est une organisation par rapport aux besoins des clients. Le problème, c'est que les besoins seront multiples, mouvants, et donc il faudra aussi une organisation super flexible par rapport à ça. Pour compléter, donc sur la partie service, effectivement, j'ai beaucoup parlé de produit parce que c'était le plus simple pour marquer un peu les esprits, mais le produit n'arrive pas nu. Évidemment, il s'accompagne il faut le voir comme un package complet. Les services, même si on l'a pas dit, en faisaient partie. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément sur le non-banque, effectivement, s'il y a des produits et services donc qui sont fortement réglementés et qui ne peuvent être exercés que par des banques, c'est peut-être sur ce secteur d'activité, enfin sur cet ensemble-là qu'elles devraient se concentrer, justement parce que c'est leur cœur business et qu'elles seules peuvent le faire, et laisser à des acteurs autres les produits plus simples qui pourraient et pas forcément extrêmement réglementés qui pourraient faire. Peut-être ça peut être un axe de segmentation. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui l'offre pour un client lambda, l'offre, quelle que soit la banque, elle est très proche. Parce que les produits sont réglementés et sont globalement tous les mêmes sur les produits basiques. Donc il n'y a pas tout le monde fait le livret, tout le monde fait tous ces types de produits. Et donc il est difficile de se démarquer de la concurrence si on regarde juste ça. Donc voilà, ça peut être des éléments de réflexion. Guillaume Boyaz, Salesforce. D'abord bravo, je trouve que c'est tout à fait intéressant cette approche que vous avez mis un peu transverse et totalement orientée vers le futur. Peut-être une question, on a beaucoup parlé en France des banques directes, ING direct, BNP est en train de réfléchir ou d'agir, on ne sait pas encore. Si on prend Before Bank aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes du Crédit Agricole, dans la plupart de ces cas, il y a eu une approche qui était verticale, hein, où on avait un monoproduit, et très vite, ces mêmes établissements sont en train de reprendre le modèle de leur maison mère, je vais dire, en devenant des banques universelles. Il y a certaines banques qui se sont lancées, nouvelles banques qui se sont lancées dans les prêts interpersonnels, vous l'avez évoqué. Eux aussi commencent à arriver dans le compte courant. Alors, si votre analyse est juste, les grandes banques devraient se morceler. Or, ce qu'on observe, c'est que les banques spécialisées se généralisent. Où s'arrêtera le pendule? Alors, c'est vrai que c'est un exemple intéressant parce que je connais assez bien ces banques pour avoir travaillé pour elles sur ces modèles-là, justement. Ce qui est intéressant, c'est que les grands groupes, quand ils veulent faire une innovation, ils créent une nouvelle structure, plus petite, justement pour avoir une flexibilité importante. C'est le cas de Before Bank, par exemple. Cet exemple est aussi important parce que ils ont, au départ, et aujourd'hui encore, ils ne font pas tout. Ils ont ciblé une clientèle précise. Est-ce qu'ils l'ont bien ciblé ou pas, c'est pas le débat n'est pas là, mais en tout cas, ils ont ciblé une clientèle plutôt mass affluente. Et puisqu'il y a des paliers d'entrée, même s'ils sont bas, et des taux promotionnels qui vont attirer plus particulièrement une certaine catégorie de population. Ils ont des produits limités.
ça reste, si on prend Bifanx, c'est très simple, c'est un livret, une assurance vie, des titres, 3 produits. Et ces 2 produits, et c'est là où justement notre message est très fort, ces 2 produits assurance et titres sont faits par le groupe Crédit Agricole. Et nous pensons que si on devait refaire ce type d'initiative demain, et si on voulait vraiment donner à ce client un grand nombre de produits, il ne faudrait pas forcément prendre l'assurance du groupe ou les titres du groupe s'ils ne sont pas les meilleurs du marché. S'ils sont les meilleurs du marché, pourquoi ne pas les prendre? Il faut les prendre évidemment, mais en tout cas, voilà. Donc si on devait le refaire, ce qu'on trouve dommage dans cette approche, c'est de se limiter à ce qu'on possède en interne et pas d'essayer d'aller picorer à l'extérieur. Mais effectivement, voilà. Pour ING, par contre, ils ont vraiment la logique de reproduire la même banque que la maison mère. Alors, c'est vrai que les différentes initiatives, hein, finalement, tous les modèles, mis à part sans doute celui de l'assembleur, tous les modèles existent aujourd'hui. Mais ils existent au sein de chaque groupe, de chacun des groupes. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, effectivement, c'est que dès qu'un modèle existe, même s'il est novateur, va devoir s'arrimer à la solution titre du groupe, quelle qu'elle soit, et pas forcément, d'ailleurs, au vrai prix du marché. Et donc, la rentabilité... il y a déjà une rentabilité à avoir par rapport à la vente du produit ou du service vis-à-vis d'un client, mais il y a aussi une rentabilité à assurer en fonction d'une contrainte groupe qui est celle d'une prestation avec un prix interne qui n'est pas sans doute celui du marché et d'ailleurs pas forcément avec le meilleur service rendu. Donc voilà, ça c'est un des éléments qui fait que même si aujourd'hui des initiatives ont été prises par différents établissements, c'est sans doute pas dans la meilleure configuration. Et nous, un peu le message qu'on a envie de donner, c'est que sans doute, les différents modèles, il va falloir faire un choix entre les modèles et pas forcément les multiplier, les juxtaposer au sein d'un même ensemble. Bonjour, Yann Barthélémy, Société Générale. Donc, merci d'abord pour votre présentation. J'ai une question, c'est sur l'approche de ségrégation des différentes couches. Est-ce que vous pensez que la notion de confiance, qui est peut-être plus importante dans un besoin de banque que dans le besoin des telcos que vous avez pris comme modèle, est-ce que vous pensez que ça va avoir une influence sur les choix des clients et notamment la multiplication des intermédiaires, peut-être inconnus pour eux? Alors, juste un mot, je sens que tu es motivé pour répondre. Sur la notion de confiance, tout d'abord, elle va de pair aussi avec la notion de transparence. Donc il y a la confiance, la transparence. Ensuite, par rapport à ce client qui sans doute voit en la banque un élément qui est peut-être pas celui des télécommunications, mais on croit quand même fortement à ce que sur des éléments basiques, le produit bancaire devient un produit de commodité. Alors, ça fait pas plaisir à entendre, surtout pour le banquier, mais on va sans doute, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, le sens des limites, la raréfaction des ressources, donc la position des différentes personnes par rapport à cela, le besoin qu'un individu peut finalement vis-à-vis de son banquier, ce qu'il veut, c'est avoir le bon produit au bon moment, et pas forcément le compte titre alors qu'il n'en a pas besoin, alors qu'il n'a même pas de livret A. Il y a cette notion aussi d'avoir le juste produit avec un produit qui est tout simplement un produit de commodité. Je pense que le mot important, c'est ce qu'a dit Christophe, c'est le mot simple. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de la confiance qui va être retrouvée en simplifiant considérablement les produits. C'est pas forcément vrai côté épargne bancaire si on prend puisque les produits, pour certains, sont déjà assez simples. Et si on prend l'exemple de l'assurance, vous avez des produits qui peuvent être horriblement compliqués pour le client à comprendre la façon même dont ils sont faits. Et donc, je pense que si on veut retrouver la confiance, peut-être le premier élément, c'est de revenir à des produits très simples, quitte à ce qu'on offre simplement que quelques options au client pour qu'il puisse se faire son produit sur mesure. Mais voilà, quelque chose de vraiment très, 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 très simple. Ensuite, le fait d'avoir un assembleur ne veut pas dire qu'il faut masquer le râteau qui est derrière. De toute façon, pour des raisons légales, déjà aujourd'hui, quand vous
redistribuer des produits faits par d'autres entités ou enfin le client sait à qui, chez qui il a pris son assurance ou autre, même s'il le regarde pas forcément, il le sait peut-être pas. Il le sait peut-être pas parce qu'il n'a pas pris le temps de le regarder, mais en tout cas il a ces informations. Donc l'idée n'est vraiment pas de masquer, c'est d'être transparent et surtout très simple. Je pense que c'est les deux maîtres mots pour que ça fonctionne. Parce qu'effectivement, sinon, ça va devenir ça peut devenir une usine à gaz ou une boîte noire et le sentiment d'être devant une machine qu'on ne maîtrise plus, quoi. Écoutez, il est 10h pile. Je pense que c'est parfait. Le timing est parfaitement respecté. Si vous avez du temps, on est encore là, donc n'hésitez pas. Il reste quand même pas mal de café, donc n'hésitez pas. Et puis je vous remercie. Si vous pouvez nous laisser les petits questionnaires, c'est très sympathique. Merci. Merci beaucoup.